Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité débattue sur RFI TV5 Monde par Pierre Benoît, TV5 Monde, Pascal Hérault de l'Opinion, bonjour Pascal, et puis Valérie Thorin du magazine Afrique-Asie, autour de 3 sujets, la COP21, la fin de cette conférence mondiale sur le climat ici à Paris, retardée de 24 heures, et parmi les points encore en discussion figure cette aide aux pays en développement, notamment les pays africains. À RDC, le président Joseph Kabila veut un dialogue national, la question de savoir pourquoi faire. Et puis la Côte d'Ivoire, le mandat d'amener français contre Guillaume Soro a été levé, mais la juge Khairis, c'est son nom, veut toujours entendre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Tout d'abord donc ce sujet sur la COP 21, sujet illustré par un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique en Éthiopie, pays aujourd'hui confronté de nouveau à des problèmes, notamment à des risques de famine. Tout le champ de maïs est brûlé. Les tomates, elles aussi, ont eu trop chaud et surtout pas assez d'eau. À cause du phénomène climatique El Niño, les pluies ont été presque inexistantes de juin à septembre. Les récoltes sont perdues. Il n'y a rien du tout. Tout le maïs de cette année est comme ça. Il n'est pas comestible. Même le bétail, s'il mange ça, ça le tuera. Le bétail, lui aussi, a souffert de la sécheresse, la pire depuis 30 ans selon les Nations Unies. Le manque d'eau a sérieusement nui à la région. Les chèvres n'ont plus d'eau à boire et le bétail, ça fait peut-être 3 mois qu'il n'a pas bu d'eau. Pour venir en aide à sa population, en grande partie des agriculteurs, le gouvernement éthiopien a importé 1 million de tonnes de blé et dépensé 175 millions d'euros en aide. Mais pour les Nations Unies, il en faudrait le double. C'est bien l'avis aussi de cet agriculteur. L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de la famille pendant 15 jours. Nous sommes déjà exposés à la famine. À moins que le gouvernement ne prenne des mesures supplémentaires pour faire face à la situation et distribue de l'aide, nous allons finir par être affamés et mourir de faim. Entre 15 et 30 millions de personnes vont avoir besoin dans l'année qui vient d'une aide alimentaire. Et beaucoup risquent bien de souffrir de malnutrition sévère, surtout les enfants. Voilà les conséquences néfastes donc du réchauffement climatique qui se font ressentir déjà en Éthiopie avec cette sécheresse, sujet commenté par Emmanuel Godard de TV5 Monde. Alors Pierre Benoît, la présentation de ce rapport final de la COP21 a donc été retardée à demain samedi. Les délégués des 195 pays réunis au Bourget près de Paris depuis une douzaine de jours planchent encore sur un certain nombre de points et parmi ces points, il y a cette fameuse aide aux pays justement en développement pour faire face à ce réchauffement climatique, une enveloppe annuelle de 100 milliards de dollars. Oui, 100 milliards de dollars, c'est un chiffre plancher. Et même si sur le papier, à l'heure où nous nous exprimons, le chiffre est confirmé, il y a aussi les modalités, la vérification régulière des sommes et de la distribution des sommes. Et il ne faut pas oublier que le groupe Afrique et le groupe des 77 en général demandent un peu plus que 100 milliards de dollars. Parce que dans cette affaire de négociation internationale, et on est déjà dans une logique beaucoup plus forte que ce qui s'était passé à Copenhague, on peut déjà le dire. À Copenhague en 2009. En 2009, c'est-à-dire la conférence qui a précédé celle-là. Il n'y a pas que un problème de chiffres, d'argent, de versement d'argent pour l'aide à la transformation des énergies pour les pays en développement. Il y a aussi l'ambition. Et ça, c'est un vrai souci. On peut clairement dire que Paris n'aura pas été au bout de l'ambition qui avait été exprimée par un certain nombre de pays, notamment de pays africains, parce que le chiffre des 2 degrés de réchauffement de la température appliqué au continent et aux zones les plus chaudes du continent, c'est forcément plutôt 3 degrés, voire un peu plus. Or, quand on voit la destruction, parce qu'il faut parler clairement, en 20 ans, la destruction d'une grande partie de l'agriculture vivrière et de toute la zone subsaharienne, on peut imaginer qu'un réchauffement de 3 ou 4 degrés va encore faire se développer la désertification, la sécheresse annuelle dans certaines régions, on pense au Niger, au Mali, etc., va encore se développer, provoquant, vous le savez, le déplacement des populations et la transformation
de toute cette agriculture qui est moribonde en zone de désert complet et les populations qui vont grossir les grandes villes de la région. Voilà. Alors Valérie, donc la question de savoir, est-ce que ce fonds d'aide est légitime? Est-ce que c'est normal, effectivement, que ces pays du Sud, parmi lesquels les pays africains, mais d'autres pays également, parce qu'il est également discuté de quel pays, quel type de pays va être aidé? Est-ce qu'on devra compter également les pays émergents? Enfin bref, est-ce que tout de même, il est normal que ces pays-là soient aidés donc, pour faire face au climat? Bien sûr qu'il est normal que les pays soient aidés. On ne peut pas dire que le Nord se soit développé et puis que maintenant on se lave les mains de ce qui peut arriver aux gens qui sont moins développés que les pays d'Occident. Cela dit, est-ce que ça suffit ? Moi, j'ai un peu envie de dire autre chose. Je me demande dans quelle mesure est-ce que dans ces pays-là, s'il y avait aussi une volonté politique de se prendre en main, une volonté politique de gérer les villes, qui sont, il faut avoir été un peu à Cotonou pour comprendre ce que c'est que la pollution urbaine. C'est absolument terrible. Et je crois que... Pékin aussi. Je crois on est dans Afrique Presse, on va rester sur Cotonou. Oui, non, mais pour dire que finalement, cette pollution est très partagée à travers le monde. Bien entendu. Bien sûr, mais il me semble que l'argent, c'est bien, mais ça n'est qu'une partie du problème. Et que je crois qu'à l'intérieur des discussions, ce qui a été aussi un petit peu intéressant, c'est vrai que c'est cette grosse négociation, mais c'est aussi de voir qu'il y a un certain nombre de décideurs politiques, de maires, de villes, etc., qui se sont dit, oui, mais si on nous aide, on va aussi se prendre en main. Et c'est vrai que là, ça peut faire bouger quelque chose, parce que on n'influencera pas l'agriculture éthiopienne, j'en suis bien convaincue. Ça, c'est pour ce qu'on doit faire dans le Nord. Parce que pourquoi est-ce qu'on se réchauffe? C'est parce que il y a le Nord aussi qui diffuse beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut aider les pays du Sud à s'aider eux-mêmes, mais il faut aussi agir chez nous. Donc ces pays-là eux-mêmes s'investissent. Voilà, il y a une répartition. C'était ça l'intérêt des débats de la COP21. Voilà, alors toujours autour de ce pactole, il va falloir évidemment gérer ces fonds, Pascal. Alors comment d'abord contraindre les pays qui abondent ce fonds de respecter leur engagement, et quel mécanisme justement pour gérer ces fonds, orienter ces fonds de telle sorte que ça contribue à lutter contre le réchauffement climatique? C'est toute la question et c'est pas encore vraiment tranché. On risque d'avoir un fonds vert, un grand fonds vert avec des alimentations qui vont être faites par les différents pays de la communauté internationale, mais il va falloir avoir des mécanismes de vérification à chaque étape et de vérification aussi des résultats sur le terrain. Vous l'avez dit, les résultats, les attentes sont immenses. Il faut savoir que l'agriculture africaine, par exemple, elle dépend à 95% des précipitations. C'est une agriculture pluviale et on a besoin, l'impact du réchauffement climatique est très important sur l'agriculture. Il y aura des questions aussi à traiter comme le reboisement. Il y aura la question de la salinisation des sols. Il y a des questions qui sont liées au conflit aussi. On a vu, la France a fait un effort de 2 milliards pour la région du lac Tchad, par exemple. C'est un peu le prolongement de la problématique contre la lutte contre le terrorisme. Lutte contre le terrorisme. Et puis après, pour les bailleurs de fonds, c'est... Quand on met de l'argent dans ce fonds, on a moins de visibilité aussi. Il faut pas. Les pays africains ont insisté pour que cet argent qui sera mis dans un fonds ne soit pas soustrait à ce qui se fait déjà sur le terrain en matière d'environnement, de développement durable, bien sûr. Et de lutte contre les effets du climat. La réduction. Juste, on va terminer ce chapitre parce qu'on a 3 sujets. Juste un dernier mot, on a vu quand même Pierre Benoît, le président François Hollande, quasiment accorder un traitement de faveur au groupe africain. Oui. Il a fait un sommet dans le sommet. Il y a ces 2 milliards qui ont été mis sur la table par la France. On a eu la séquence africaine sous la houlette du président français, avec cet Africa Day de mardi, au surlendemain de l'ouverture. Est-ce que c'était utile? C'était utile parce que ce qui s'est passé, et ça je crois qu'il faut le dire d'entrée de jeu, par rapport à Copenhague et tous les exercices diplomatiques précédents, le continent a parlé d'une seule voix. Il y a une grande unité du bloc africain. Et ça c'est très important. C'est d'autant plus important que dans le groupe des 77, il y a beaucoup de pays qui sont
plus véritablement des pays en voie de développement, l'Inde et la Chine, etc., qui eux font cavalier seul de facto. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Valérie, c'est que c'est très important de comprendre au fond les réticences et la problématique des pays en développement. Pendant des années, depuis les indépendances, on leur a mis des schémas dans la tête, des schémas de développement, le démantèlement des fonctionnaires, les plans d'ajustement structurel. Là, on est aussi dans une logique qui vient beaucoup du Nord. Et donc, ils demandent des garanties, pas simplement de l'argent, mais aussi qu'on prenne en compte leurs problèmes spécifiques. Et donc, la question de la société civile par rapport à ça, et c'est pour ça que la COP est importante, il y a une société civile en Afrique avec des ONG, en veux-tu, en voilà, pas simplement en milieu urbain, mais beaucoup dans les zones agricoles, qui font beaucoup de choses. Et c'est cette aide qu'il faut faire descendre jusque-là. On passe à la RDC à propos du dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. Kabila, qui appelle à la tenue de ce dialogue Valérie Taurin pour, je dirais, adopter la meilleure façon d'organiser et de financer, dit-il, les scrutins à venir après l'invalidation du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle. La haute cour du pays, c'était en septembre. Alors, tout le monde ne veut pas aller au dialogue et les réfractaires accusent simplement Kabila de faire, d'utiliser ce dialogue national comme un rideau de fumée pour perdurer, pour rester plus longtemps au pouvoir à l'échéance de son deuxième mandat en 2016. C'est le glissement. Il essaye de rester, il fait ce qu'il peut pour continuer, et puis les autres veulent leur part du gâteau. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même qu'on est, une fois encore, et comme quasiment toujours, dans des affaires de politique de personne. Jamais, chez personne, on a entendu une politique de programme. C'est quoi le programme de M. Kabila pour rester? C'est quoi le programme de messieurs Tshisekedi et consorts, ou bien de monsieur... Donc c'est un dialogue national rideau de fumée, selon vous? C'est rideau de fumée. Rideau de fumée, voilà. On est vraiment dans la politique politicienne. C'est dit. L'ONU a dépêché Pierre Benoît pendant 4 jours à Kinshasa, son représentant spécial pour les Grands Lacs, le diplomate algérien Saïd Djinnit, qui est rompu au dialogue. Il a fait ses preuves en Guinée et un peu partout. Alors, est-ce que c'est véritablement le rôle de l'ONU je dirais, de participer, de cautionner un dialogue national? C'est du jamais vu. À vrai dire non, sauf dans la période très particulière qu'on appelle la sortie de crise. Il y a une force des Nations Unies très importante, c'est la plus importante dans l'histoire des Nations Unies, qui est basée en RDC. Il y a donc une dimension sécuritaire, démantèlement, désarmement, etc., chose dont on a beaucoup parlé ici à Afrique Presse. Et puis il y a une phase politique, bien entendu, un accompagnement au niveau des droits de l'homme d'un côté et au niveau du dialogue pour que, disons, les mécanismes de fonctionnement normal de la démocratie se mettent en place. D'où ce rapport absolument retentissant, puisqu'il parle d'un rétrécissement de l'espace démocratique. Il y a eu des arrestations arbitraires, des exactions, etc. Et puis des journalistes emprisonnés. On a suivi ça à Afrique Presse. Donc tout ça n'est pas incongru. Si la question m'est posée à ça, je réponds non, ce n'est pas incongru. Sauf que ça dépasse un petit peu l'historique habituel du travail des Nations Unies. On a vu ça en Haïti aussi, où là aussi il y avait une situation où ils accompagnent effectivement la reprise du dialogue et la démocratie qui est loin d'être le cas en RDC. Alors, Pascal, les partisans du dialogue national disent que soit on tient ce dialogue national, soit il y a un risque de chaos. Alors, est-ce que, franchement, c'est raisonnable d'avancer de tels arguments? C'est-à-dire, c'est soit le dialogue national, soit le chaos. Venant tout de même de dirigeants du pays, c'est un peu inquiétant, non? Oui, c'est un peu inquiétant. Et puis, ces dirigeants du pays, c'était à eux de financer. La raison invoquée, c'était à eux de financer, de prévoir dans le budget de l'État les financements de ces élections. On connaît l'échéance depuis très longtemps, donc c'est pas une surprise. C'est une manœuvre politique, comme l'a très bien dit Valérie. C'est le scénario du glissement. Et on voit que la réponse de l'opposition aussi, c'est une réponse politique. Oui. On crée une nouvelle plateforme. C'est ce qui s'est passé dans un hôtel du 8e arrondissement. Ici à Paris. À Paris hier. Oui. D'ailleurs, ça rappelle un précédent. Ça rappelle 2004, quand
quand il y avait eu la plateforme, le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, la paix, la réconciliation entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, et on connaît la suite. On est à peu près dans le même scénario. Donc que demande actuellement l'ancien gouverneur Katumbi du Katanga et le numéro 2 de l'UDPS, le fils Tshisekedi. Le fils Tshisekedi, il demande à la communauté internationale de revenir dans le processus. Vous l'avez très bien expliqué, Pierre-Benoît, ce qui n'est pas son rôle. Il demande aussi qu'on révise la liste électorale parce qu'il y a un problème de confiance entre les acteurs politiques nationaux. Et on risque de tourner en rond encore pendant pas mal de temps. Et ça risque d'être un bras de fer. Valérie, la question qui se pose, mais pourquoi Katumbi et Tshisekedi fils sont venus à Paris pour discuter? Pourquoi ne sont-ils pas allés en Afrique du Sud ou à Addis Abeba, siège de l'Union africaine? Bonne question. C'est comme s'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes et en leurs, pas compatriotes, mais enfin dans les Africains en général. C'est grave. C'est grave. C'est pas très convaincant. Ils viennent en Occident. Alors après, Moi, je pense que Valérie a raison sur cette dimension des querelles de personnes. Il n'y a jamais de débat de société, de programme politique, de stratégie de développement, etc. Et cette affaire de glissement du calendrier électoral et la rupture du dialogue, parce que je pense qu'elle est consommée là pour le coup, puisque maintenant l'UDPS a dit qu'il n'en voulait pas. Et ça arrange tout le monde. Ça va permettre à Kabila de faire fonctionner son plan jusqu'au bout. Et de l'autre côté, l'opposition qui a mis la barre très haut, puisque qu'est-ce que ça veut dire? Il demande que ce dialogue national se fasse sous la houlette de l'étranger. Alors c'est pain béni parce que au nom du nationalisme congolais, du panafricanisme, de ce qu'on veut, ras-le-bol des grands sorciers blancs, etc., des gens du Nord, ils peuvent pas accepter. Ils peuvent pas accepter Kabila. Il peut pas accepter que ça se fasse sous la houlette de la communauté internationale. Donc c'est réglé. Il n'y aura pas de dialogue. Pascal Hérault, un dernier mot. Il faut rappeler qu'au mois de juillet, le président Kabila draguait l'UDPS. Oui. Et on voyait cette proposition qui avait été faite à Félix Tshisekedi d'arriver, de prendre la tête du gouvernement. Ça, c'est l'échec de sa politique de main tendue à l'égard de l'UDPS. Et on est dans une reconfiguration des alliances. Et ce qui va être très intéressant aussi, comment vont se positionner des gens comme Vital Kamerhe demain. On a bien vu Félix Tshisekedi appeler à un rassemblement le plus large possible, et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Et l'on passe au dernier sujet, Afrique Presse sur RFI TV 5 Monde, le dernier sujet, Guillaume Soro dans le viseur de la justice française. Tout de suite le sujet. 11 avril 2011, Michel Gbagbo est arrêté dans la foulée de son père à Abidjan de façon plutôt violente avant d'être incarcéré dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est en 2012, pendant sa détention, que le fils de l'ancien président ivoirien, qui est également français, porte plainte à Paris contre Guillaume Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Guillaume Soro, qui était au moment des faits Premier ministre, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale ivoirienne et n'aurait pas répondu à plusieurs convocations de la juge parisienne en charge de l'affaire. Je déplore qu'on soit arrivé à un mandat d'amener parce que je pense que la défense du président de l'Assemblée nationale devrait mieux apprécier les choses et mieux organiser tout cela pour maintenir la respectabilité du président de l'Assemblée nationale. Ses avocats demandent la levée de ce mandat d'amener et jugent que leur client est protégé par l'immunité diplomatique. Je suis très étonné que la justice française puisse faire le relais de ce qui est évidemment une plainte de nature strictement politique. En plus, M. Soro n'a aucune participation directe, évidemment. Personnellement, ce n'est pas lui qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo. Voilà, finalement, les avocats de Guillaume Soro, dont Maître Mignard, que l'on vient d'entendre, ont obtenu l'annulation de ce mandat d'amener qui visait Guillaume Soro, Pierre Benoît. Mais la juge Kéris veut toujours entendre Guillaume Soro dans le cadre donc de cette plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, lequel se dit victime de torture qu'il donc impute à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Sur la dimension juridico-politique, il y a deux choses à dire. La première, vous l'avez vu dans le reportage, c'est que l'avocat de Michel Gbagbo trouve choquant
alors que ça devrait lui faire plaisir qu'on ait essayé de l'auditionner comme ça à Paris, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est le deuxième personnage de l'État. Il était en visite officielle en tant que représentant de l'État ivoirien à la COP, la fameuse conférence internationale dont on a parlé il y a quelques instants. Et donc, il a une immunité claire et nette. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'entourage du gouvernement et de la présidence ivoirienne, Alassane Ouattara, il a bien été dit clairement, et même dans les couloirs, qu'il n'y aurait pas d'obstruction si l'État français et son appareil juridique respectent les formes. Donc il faut souligner d'entrée de jeu ces deux aspects. Il faut voir un peu que la boulette est inadmissible, clairement. Ça donne une impression de pratique néocoloniale invraisemblable et qu'on est en train de bafouer l'indépendance d'un pays, à savoir la Côte d'Ivoire. Boulette, dit Pierre Benoît. Pascal Ayrault, vous ne semblez pas d'accord? Non, je voudrais relativiser un petit peu. Effectivement, c'est comme dans le cadre de l'affaire Amouchi, qui d'ailleurs était instruite par la même juge, le patron du contre-espionnage marocain par le juge Kerry. Il y a un mandat d'amener qui a été, et ça devient une affaire d'État à État, avec le gouvernement ivoirien qui intervient. Mais si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la justice ivoirienne, et il y a eu des dysfonctionnements aussi en France. Dans la justice ivoirienne, il faut savoir que la juge Kerry a adressé plusieurs convocations à Guillaume Soro ces derniers mois, sans suite. Elles ont été transmises par la voie diplomatique, c'est les procédures via le consulat à Abidjan au ministère de la Justice ivoirien, et il n'y a pas eu de suite. Donc, et en France, là, dernièrement, la lettre de mission du président ivoirien pour Guillaume Soro à la faveur de la COP21 n'a pas été non plus transmise en temps voulu à la juge Kerry. Voilà comment on en arrive à cette situation de blocage. Je voulais juste faire cette précision. Bon, voilà. Donc, Valérie, on a quand même compris que M. Soro ne daigne pas répondre aux convocations de cette juge, bien que ses avocats le disent innocent de toute torture présumée sur le fils Gbagbo. J'ai l'impression qu'il a sous-estimé l'affaire. Ça lui ressemble pas parce que moi j'ai toujours tenu Guillaume Soro comme un homme intelligent et bien conseillé. Donc ça ne lui ressemble pas d'avoir comme ça pas répondu. Alors ça doit être on a dû lui dire mais c'est pas grave parce que tu n'es pas impliqué toi-même personnellement, ça n'est pas toi qui as commis les actes, etc. Ce qui est insuffisant. Donc c'est pas de la légèreté. Je me demande, soit c'est une mauvaise appréciation de la situation, soit c'est des mauvais conseils, mais bon, il a un bon avocat. C'est un peu étrange. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas déjà rendu à cette audition, parce qu'il est en tant que témoin assisté, donc il risque pas grand-chose. Voilà. C'est pas très grave, mais ça n'aurait pas dû. C'est étrange, il y a quelque chose là-dessous. Peut-être que ça heurte sa fonction. Pascal. Ma lecture personnelle, c'est qu'à Abidjan, on n'a pas encore tranché, à savoir, est-ce que le président de l'Assemblée nationale devait être entendu ou pas, parce que derrière il peut y avoir des effets collatéraux. On réouvre la boîte de Pandore, c'est la boîte de la restauration, et derrière c'est la crise ivoirienne qu'on refait. C'est pas encore tranché. Et puis il y en a qui disent, Pascal, après la justice française, peut-être la justice internationale. Voilà, après la justice internationale, on sait qu'il y a un certain nombre de mandats qui pourraient être envoyés par la CPI concernant des proches de Soro, et puis peut-être in fine Soro lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats de Guillaume Soro, qui sont les avocats de l'État ivoirien, Jean-Paul Benoît et Maître Mignard, sont dans un processus de négociation de discussion avec la juge. Ils vont, dans les prochains mois, rediscuter avec la juge pour essayer, et c'est ce qu'ils conseillent à l'État ivoirien, de le faire entendre dans le cadre de cette affaire. Après, il faudra faire ça dans le respect de la souveraineté des deux États et du droit des deux États. Il pourrait y avoir, ce sera sous le statut de témoin assisté, est-ce que ce sera une vidéoconférence, est-ce que Soro se rendra lui-même à une tout ça sera organisé, mais on risque d'aboutir à une solution qui satisfera les deux pays. Voilà, en deux mots, les embêtements volent en escadrille, disait Jacques Chirac. Guillaume Soro a eu droit aussi à des accusations ouvertes du Premier ministre burkinabé, un coup de fil, un complot entre Soro et Djibril Bassolé. En deux mots, est-ce que pour vous, c'est quoi? C'est un problème supplémentaire? Je pense que ça fragilise son image. Parce que même si on a de bonnes raisons de penser que l'enregistrement de 16 minutes est un montage, ça donne l'impression... Vous pensez que c'est un montage?
Ça paraît difficile d'imaginer un enregistrement de 16 minutes où on ne peut pas, alors que c'est un homme qui prend souvent la parole, dans le cadre de ses activités de président de l'Assemblée nationale à Abidjan, identifier sa voix. Voilà, donc en pleine affaire post-coup d'État Burkina Faso, ça tombe mal. Et donc ça renvoie l'image de, pour finir, Soro comme expression des forces nouvelles. Oui, moi ça me semble un tout petit peu invraisemblable parce qu'il ne faut pas oublier que Soro c'est un ancien rebelle et qu'il sait très bien, il est malin, il sait que les téléphones peuvent être écoutés. Je ne le vois pas se lancer dans des confidences pareilles pendant un quart d'heure, c'est absurde. Voilà, plaidoyer à décharge. Ensuite, rapidement... Juste pour finir, ces affaires juridiques, ces 3 affaires juridiques, parce qu'il y a aussi le Canada où une plainte a été déposée, sont devenues des affaires politiques. On cherche à affaiblir Alassane Ouattara via Guillaume Soro. Et c'est la fin de cette émission. Merci Valérie Thorin, Pierre Benoît, Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.